Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, c'est 100% régional et c'est Vera qu'on va retrouver dans un petit instant, Vera Bossiac, le lifestyle avec son invité Tallinn. Delphine Vespizer est aujourd'hui dans un refuge de chiens qui ont une alimentation végane. On n'arrête pas le progrès. On partira du côté du contournement ouest de Strasbourg avec le directeur de projet, c'est André Gribel. Et nous recevrons dans l'actualité Jacques Fortier, journaliste, écrivain, et qui signe Opération Shere-Khan, du célèbre personnage dans le livre de la jungle. Ça sera tout à l'heure. Juste avant cela, c'est Camille Roland pour l'actualité. Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, l'Alsace, terre touristique. La région enregistre un record de fréquentation. Au Struthof, des fouilles archéologiques pour comprendre le quotidien du camp de concentration. Et puis, à quelques heures d'Halloween, la course au déguisement est lancée. Mais pour commencer, l'Alsace rayonne toujours en dehors de ses frontières. Ce matin, l'agence d'attractivité de l'Alsace dévoilait les chiffres du tourisme pour l'année 2017. Et le bilan est prometteur, avec une fréquentation en hausse de 10% par rapport à 2016, soit plus de 21 millions de visiteurs. Et la clientèle étrangère n'est pas en reste. Décryptage avec Fanny Kunz. Alors, on va revenir un peu plus tard sur ce sujet-là. On passe au second sujet. 52 000, c'est le nombre de déportés détenus dans l'ancien camp de concentration du Struthof ou l'une de ses 50 annexes. Depuis le mois d'octobre, le site alsacien fait peau neuve. Avant d'entreprendre les travaux de restauration, des fouilles archéologiques pour retrouver des éléments détruits après la guerre sont entreprises sur différentes zones de camp. De quoi en savoir plus sur l'organisation, l'évolution du camp et la vie quotidienne des détenus. Cécile Motz s'est rendue sur le site. Fragments d'assiettes, masques à gaz, plumes de stylo ou encore pièces de monnaie, ce sont là les objets retrouvés par l'équipe d'Alsace Archéologie au Struthof. Avant la restauration de certaines parties du camp, 5 zones ont bénéficié de sondages archéologiques préventifs. Ils sont 3 professionnels à avoir retourné la terre pendant 7 jours. Malgré le froid, la pluie ou encore la neige, rien ne les a arrêtés. Alors même s'ils sont un peu déçus, les découvertes de ces objets ont leur importance. Sur l'endroit où nous nous situons, là, ce sont les vestiges donc, d'un ancien bâtiment de l'administration SS. On a découvert toute une série de petits objets, c'est-à-dire on a retrouvé énormément de boutons, d'uniformes, des monnaies, tous les petits objets du quotidien, des clés, des outils. Ça donne une humanité, voilà, vraiment une présence à ces soldats SS qui étaient sur le camp et qui surveillaient les détenus. Les fouilles ont pris fin hier soir. La prochaine étape sera donc plus technique. Rapports, études et recherches pourront peut-être lancer de nouveaux travaux archéologiques plus approfondis. À noter que c'est la première fois qu'un camp de concentration en France fait l'objet de fouilles. Alors pourquoi maintenant ? Le camp de concentration de Natzweiler a été miraculeusement bien conservé après le départ des nazis. Et du coup, il n'y avait pas d'urgence à vouloir en savoir davantage. Il y avait déjà plusieurs baraques, il y avait des miradors, il y avait des enceintes, des douches, un crématoire, etc. Et c'est avec le temps qu'on a voulu en savoir plus, savoir comment ça avait été construit, s'intéresser aussi à ce qui avait été détruit à la Libération et puis par la suite. Le but de la restauration par l'architecte en chef des monuments historiques, c'est de s'approcher le plus possible de l'authenticité de l'époque de la Seconde Guerre. Donc on va utiliser les mêmes matériaux. Reproduire des briques avec les mêmes matériaux, mais aussi les mêmes techniques de l'époque, c'est là l'objectif de la rénovation. Mémorial Nécropole ainsi que la chambre à gaz seront restaurés. L'enjeu, les préserver pour les générations à venir. En cette période de vacances scolaires, le conseil municipal des enfants de Markolsheim a décidé de passer la journée à Paris pour découvrir notamment la Tour Eiffel, mais aussi l'Assemblée nationale. Visite avec Nora Boiriwa. Le
Le conseil municipal des enfants de Markholzheim s'est levé à l'aube pour venir passer la journée à Paris. Pour certains, c'est même la première fois qu'ils viennent dans la capitale. Tous étaient excités à l'idée de surtout voir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est beaucoup plus grande que dans les photos, dans les films. Elle est gigantesque. Moi, je suis déjà venue plusieurs fois à Paris, mais c'est toujours aussi bien de découvrir ou redécouvrir les monuments. Je trouve ça un peu comme Strasbourg, mais en plus grand. C'est de leur permettre de vivre un moment ensemble, de faire corps, de faire groupe, de se stocker des souvenirs. Et c'était visiter la capitale, donc c'est quand même pas rien pour des enfants. Le conseil municipal des enfants de Markholzheim est constitué d'une trentaine d'élèves. Ils travaillent sur des projets portant sur la solidarité, la citoyenneté, la sécurité ou encore l'environnement. On a fait un projet pour sauver les abeilles et du coup on a installé 2 ruches dans Markholzheim et on a en partenariat avec la miellerie d'Artolsheim. On a fait une récolte de miel il y a quelques semaines et on espère en avoir d'autres. Cette escapade parisienne était aussi l'occasion de faire un arrêt dans une boutique pour ramener plein de souvenirs, mais aussi de visiter le musée d'Orsay et finir par l'Assemblée nationale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Chaque année, on joue à se faire peur à Halloween et c'est à qui aura le déguisement le plus effrayant. Ce soir, zombies, fantômes et sorcières sont de sortie dans les rues. Voici un petit tour d'horizon des dernières tendances en matière de costumes et de maquillage pour cette fête de la mort. Et puis, découvrez la correspondance d'un soldat chiliquois dans la Grande Guerre. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les lettres décrivant son quotidien au front sont exposées aux Halles du Skilt à Schiltigheim et c'est à voir jusqu'au 27 janvier. Fanny Kunz. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Halloween prend de l'ampleur cette année dans le paysage alsacien. À quelques heures de la grande fête, il est temps de lancer les derniers préparatifs, comme dans ce magasin de Vendenheim, pris d'assaut ce matin. Alors que les citrouilles, vampires ou sorcières restent des classiques, cette année, la tendance est bien marquée. En termes de décoration, c'est beaucoup la toile d'araignée à donc exposer, intérieur ou extérieur. Après, en termes de maquillage aussi, le faux sang, le blanc, le noir, le rouge, tout ce qui est déguisement. C'est aléatoire. En général, il se base beaucoup sur les tendances de films qui sont sortis. Donc, on marque encore le clown pour cette année, mais il y a aussi la nonne qui a fait son effet aussi. Les enfants, voilà, c'est un coup de cœur pour eux, c'est le déguisement qu'ils vont voir, qui vont leur plaire. Et par contre, le produit phare, c'est la lentille. La paire de lentilles est beaucoup demandée et elle fait beaucoup fureur. La chasse aux bonbons des enfants reste une tradition, mais les plus grands seront également de la partie. Ce soir et jusqu'au week-end prochain, les soirées seront sur le thème d'Halloween. C'est une première pour nous, on va aller faire du porte-à-porte, on va aller se déguiser, on va aller faire un peu la fête, quoi. Voilà. Cette année, on est une dizaine d'amis avec les enfants. On va commencer par le tour des maisons et ensuite on va finir par un apéritif dînatoire sur le thème d'Halloween. En sorcière. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les sorcières et c'est classique et j'aime pas trop être trop... Voilà. T'aimes bien rester dans quelque chose d'un peu joli quand même ? Oui. Après le déguisement, place au maquillage. Si pour l'heure vous êtes en panne d'inspiration, la maquilleuse professionnelle Candice Mac saura éclairer vos lanternes. Il y a beaucoup de zombies qui nous sont demandés, parce que c'est quand même la grande tendance. Il y a aussi les effets qu'ont fait le film Ça, voilà, qu'on retrouve beaucoup. C'est souvent autour de ça, c'est souvent sanglant. Pour faire un maquillage effrayant, on fait des teints assez pâles, des yeux assez sombres. Et nous, dans le maquillage, on a ce qu'on appelle une pâte à sang qui fait vraiment un effet de peau arrachée, sanglant. Et puis évidemment, beaucoup de sang. Ce soir, il ne restera plus qu'à allumer les citrouilles pour laisser enfin place à la fête la plus effrayante de l'année.
pour raconter la guerre. Albert Fritz, soldat chilicois, est enrôlé à l'âge de 23 ans dans l'armée allemande. Par ces mots, il décrit son quotidien et remet en perspective la grande histoire. Ce soldat va écrire pendant toutes ces 4 années de guerre, va écrire de nombreuses lettres, de nombreuses cartes postales qu'il adresse à ses amis, à ses parents, à de la famille qu'il a à Schiltigheim, à Obernai, dans les villes environnantes. Et ces carnets, ces correspondances, va nous permettre de le suivre en fait dans son parcours, de comprendre le quotidien de la guerre, aussi bien d'un point de vue des Chilicois, des gens du quotidien, du civil, que du point de vue des soldats. 1600 lettres, photographies et cartes postales ont été données à la ville il y a 7 ans par le petit-fils d'Albert Fritz. La correspondance n'est pas rare à l'époque, plusieurs milliards de documents ont été échangés pendant la Première Guerre mondiale, mais son parcours singulier offre un témoignage riche de la période. Une lettre en soi n'a pas forcément d'intérêt important, mais mise en contexte avec toute une correspondance, ça permet de se rendre compte, par exemple, des pénuries alimentaires, du manque de pommes de terre, de pain, de choses de tous les jours, de la difficulté de se déplacer dans un pays qui est en guerre, où il y a des restrictions de liberté. Les cartes postales qui parlent beaucoup plus au public parce qu'on a des images de propagande, des images de villes à une époque qu'on ne connaît plus aujourd'hui, il y a un siècle. Et puis bien sûr, en complément, on a des objets qui viennent éclairer tout ça, notamment le sabre d'officier, un casque de soldat allemand de 14-18. Cette correspondance met en avant la complexité des relations franco-allemandes au début du siècle dernier, en particulier dans la région. On se rend compte que les Alsaciens lorrains ont une place très spécifique dans la Grande Guerre. Et on voit dans ces écrits, à Albert Fritz, des écrits qui sont en Kurenschrift, donc une écriture allemande ancienne, assez complexe à lire. On voit dans ces écrits qu'il y a quelque chose un sentiment un peu partagé en fait, entre l'intérêt qu'il a pour sa patrie, l'envie de servir le Reichsland, et en même temps une certaine francophilie. C'est quelqu'un qui va faire ses études d'horticulture à Lyon avant la guerre, donc en France, qui a un frère, Léon, qui lui va être enrôlé dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, qui va combattre contre son frère lors d'une bataille. Donc on a des relations très spécifiques entre l'Allemagne et la France à travers le parcours d'un Alsacien de Schiltigheim. Et pour prolonger cette réflexion sur la Grande Guerre, des conférences, des échanges autour de l'écriture de guerre et des lectures sont au programme. Enfin, ce matin, l'agence d'attractivité de l'Alsace dévoilait les chiffres du tourisme pour l'année 2017. Et le bilan est prometteur, avec une fréquentation en hausse de 10% par rapport à l'année 2016, soit plus de 21 millions de visiteurs. Et la clientèle étrangère n'est pas en reste. Décryptage avec Fanny Kunz. 2017, année record pour le tourisme alsacien. Selon les chiffres de l'agence d'attractivité d'Alsace, l'Allemagne est le premier pays européen à venir séjourner en Alsace, avec 737 000 nuitées enregistrées. Au niveau international, ce sont les États-Unis, puis la Chine et le Japon qui apprécient notre territoire. Les premiers chiffres de l'année 2018 sont également encourageants. Nous avons enregistré plus de 10% au nombre de visiteurs, 21 millions. Ensuite, plus 4% au niveau du chiffre d'affaires, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cette année, les 8 premiers mois en fait, de l'année, avec une progression de la fréquentation hôtelière de 1,5%. Il est vrai que ce sont les marchés lointains qui progressent de plus de 5%. Ce matin, il était également l'heure de lancer la campagne de Noël en Alsace. Après Strasbourg et Mulhouse, Colmar reste l'une des destinations phares des touristes pour les fêtes de fin d'année. Colmar, qui cette année se renouvelle dans ses festivités. On a 2 grosses nouveautés, à savoir une nouvelle mise en lumière de la ville qui sera assortie aux décorations de Noël. Tout le plan lumière a été revu et sera renforcé et, si on peut dire, un petit peu modernisé. Et on ouvre également, vous savez qu'à Colmar, il y a des marchés sur différentes places, à différents endroits. Et donc cette année, on ouvre un nouveau marché gourmand sur la place de la cathédrale, uniquement consacré à la gastronomie. Cette année, l'événement Noël en Alsace se veut 100% digital. L'agence d'attractivité d'Alsace mise tout sur les réseaux sociaux, important vecteur de l'image du territoire alsacien. Et tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne.
Le guide Goemio 2019 est encore un bon cru pour l'Alsace. Le 4 toques Olivier Nasty de Kaysersberg voit sa note grimper à 18,5 sur 20. 17,5 désormais pour Jean-Georges Klein et sa villa Lalique à Vignes-sur-Moder. Et puis il y a les prix spéciaux attribués à 3 jeunes chefs alsaciens. Guillaume Cher du restaurant Les Plaisirs Gourmands à Schiltigheim est un grand de demain pour Goemio. Et puis 2 autres chefs alsaciens se voient décerner le prix Jeune Talent. Antoine Botter du restaurant L'Osmose à Aubernais et Nicolas Koffel, chef du Banquet des Sophistes à Strasbourg. Alsace, terre de gastronomie. Merci beaucoup Camille. Pour ce JT, on accueille le plateau Alsace 20, Vera Bossiac. Venez nous rejoindre avec Taline, votre invité, et le journaliste romancier qui nous accompagne ce soir, c'est Jacques Fortier. On va parler de cette opération Sherkan. Ça sera à suivre juste après la météo en Alsace. Regardez la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet, téléphonie, 100% alsacien, et passez de bons moments sur la fibre optique Rosas. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Cette journée de jeudi sera placée sous le signe de la grisaille absolument partout si vous êtes en Alsace ou aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée, elles seront encore très fraîches puisqu'il fera seulement 5 degrés si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, 6 degrés de Niederscheffelsheim jusqu'à Egisheim, 8 degrés, ça remonte un petit peu. Si vous êtes à Mulhouse ou encore à Bâle, et 11 degrés, regardez, ce sera la maximale à Fribourg. On passe à l'après-midi. Toujours un temps très gris, on n'apercevra absolument pas le soleil et les valeurs dans l'après-midi, regardez, fort heureusement, il fera bon puisqu'il fera 18 degrés quasiment partout en Alsace sauf près de Altkirch, également près de Pratteln ou encore à Mannheim et 18 degrés si vous êtes du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Württemberg. On passe à votre journée de vendredi, retour du soleil et les valeurs iront jusqu'à 15 degrés notamment dans le Haut-Rhin. En ce premier jour de novembre, nous célébrons les Harold. Le soleil se lèvera à 7h14 pour nous dire au revoir à 17h09. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. C'était la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet et téléphonie 100% alsacien. Allez, on parle à présent de scène, lecture alsacienne en plus. Ça fait partie de la collection Les Enquêtes rhénanes. C'est Jacques Fortier qui est avec nous. Opération Sherkan. Voilà, bonsoir, oui. C'est le nouvel opus. Un petit mot avant, rapidement, c'est évidemment la suite des aventures de votre détective, Jules Meyer. Il y a eu pas mal d'autres épisodes. Jules Meyer, c'est qui ? C'est une période du début du siècle. Voilà, il est né 2 ans avant le XXe siècle, donc il a maintenant dans le roman, qui est en 26, il a presque ses 28 ans. Voilà, c'est un jeune détective dans l'Alsace d'entre-deux-guerres. Exactement, 1926. Et l'Alsace d'entre-deux-guerres, à ce moment-là, elle vit vraiment au rythme de l'autonomisme. Ça se passe dans les caves du musée alsacien, une petite imprimerie comme ça qui sent bon l'encre. Et il y a 5 dirigeants autonomistes. Alors on a même retrouvé les photos de ces personnes-là parce qu'elles sont réelles. Ce sont les gens, vous pouvez les commenter. Voilà Daletz, tout à fait, oui, exactement, voilà. Qui apparaît à l'écran. Et ça, c'est Jean Képi, tout à fait, qui apparaît, qui est le rédacteur de ce grand texte d'alliance, Dr Ricklin maintenant. Voilà. Képi est l'homme qui tient la plume de ce texte insolite sur lequel je voulais attirer l'attention, qui est le texte d'alliance des autonomistes en 1926. Ça s'appelle le Heimatbund. Tout à fait. Et le Heimatbund, mais c'est un objet politique complètement incongru pour un étudiant de Sciences Po aujourd'hui. C'est l'alliance de catholiques, conservateurs ou progressistes, de communistes et de radicaux au nom de leurs idées communes autonomistes. Voilà, et ça se fait mai-juin, et mon roman se passe pendant qu'ils négocient. Et alors, il y a 5 autonomistes, aussi bien de tous les courants politiques. Il y a la gauche, le centre, il y a les Noirs, on entend parler Noirs, les Noirs, c'est les cléricaux. Il y a les Rouges, c'est forcément les communistes. Exactement. Je l'ai lu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est un livre qui est presque politique, Jacques Fortier. Alors, ne faisons pas de confusion. Il ne faut pas croire que parce que le journaliste politique vient de prendre quelques distances avec son journal, tout simplement sa retraite, que c'est là un roman à clé où il faudrait reconnaître les autonomistes d'aujourd'hui derrière les autonomistes d'hier. Non, mais ça se passe il y a un siècle quand même. Ouais. En revanche, je reconnais très bien qu'en travaillant sur ce terrain, j'étais conscient qu'il y avait, appelons ça, des résonances.
il y a des persistances. Voilà, avec ce qui se passe actuellement, sur fusion des départements. Le malaise alsacien d'après 18, le désir d'Alsace de cette époque-là, la revendication de la plus grande autonomie dans le cadre de la République française, c'est le texte même de Voilà, vous expliquez le but de ce front autonomiste, exprimer haut et fort le malaise alsacien, on est en 1926, le malaise alsacien nourri par les maladresses de l'administration française après la Grande Guerre, et revendiquer davantage de droits et de libertés pour l'Alsace. On est pile poil dans l'actualité. Mais toute ressemblance n'est que coïncidence. Oui, voilà. On est en 26, mais ce qui est intéressant, c'est que on connaît mal cette période. On se rend mal compte que l'autonomisme, c'est pas d'hier. C'est vraiment né déjà sous l'époque allemande, contre Berlin, et puis ça s'est développé sous la période française face à Paris. Et pourquoi ça se développe autant, justement, à cette période ? Alors, quand je parle des maladresses de l'administration française, après la guerre, il y a une force d'enthousiasme, voilà, c'est la fin de 4 années extrêmement pénibles, et tout, avec des gens qui étaient partis, qui étaient loin, bon, tous les déchirements des familles, tout ce qu'on peut imaginer, et puis, bon, la France est là, elle est de retour. Il y a une espèce d'enthousiasme bleu, blanc, rouge, et ensuite, il va y avoir le désenchantement. Le désenchantement parce que l'administration française arrive avec ses idées toutes faites, et veut faire de ses ouvriers, de ses paysans, de ses croyants alsaciens, de bons Français comme en Seine-et-Oise à l'époque. Sauf qu'ils sortent de 40 ans d'Allemagne. Qui sortent de presque 50 ans d'Allemagne, qu'ils ont une culture propre qu'ils revendiquent, qu'ils ont un rapport à la religion, à la langue, à la façon d'habiter le monde, ce qu'on appelle la culture, qui n'est pas la même qu'en Bretagne, dans le Pays Basque ou dans l'Île-de-France. Et donc ça commence sur ces 5 autonomistes qui se rencontrent, ils vont créer une sorte de front commun, et au même moment, il y a l'épouse de Jules Meyer, le célèbre détective, votre héros, qui est en l'église Saint-Guillaume, elle assiste à un concert, et au premier rang, il y a Kipling, le livre de la jungle. Tu seras un homme, mon fils. Voilà, Rudyard Kipling est venu à Strasbourg, en effet. Ça, c'est parfaitement historique. J'ai un petit peu triché sur les dates, mais je l'avoue. Et il est venu plusieurs fois en Europe et en France pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est un grand intellectuel célèbre de l'époque. Le livre de la jungle, bien sûr que tout le monde connaît. Il est prix Nobel de littérature. C'est ce que j'ai retrouvé, je ne savais pas. Ce n'est pas rien. Exactement. Ce n'est pas rien. Donc, il promeut cet itinéraire d'intellectuel. Il est fait docteur honoris causa de l'université de Strasbourg quand il vient chez nous. Et son fils a été tué par les Boches, voilà. Alors, comme il le dit. C'est lui qui dit les Boches. C'est la seconde raison de son passage en France, c'est qu'il cherche désespérément la dépouille mortelle de son fils John, qui est mort à 18 ans à Loos, dans le nord de la France, pendant la Grande Guerre. Et il est d'autant plus désespéré que son fils voulait s'engager, avait été refusé parce qu'il était trop myope, et que c'est le père qui a fait jouer ses relations pour que son fils puisse quand même aller combattre, fils unique. Et donc le père, Rudyard Kipling, a recherché désespérément la dépouille de son fils. Il ne la trouvera pas, ce n'est qu'au début des années 90, à la fin du siècle dernier, qu'on a retrouvé la dépouille du fils Kipling. Donc Kipling est dans un état d'esprit très anti-allemand. Et les discours qu'il va faire à Strasbourg sont des discours qui disent du bien de l'Empire britannique, de l'Empire français, à l'époque on a de nombreuses colonies, contre une forme de barbarie ou de mauvaise éducation de l'Empire allemand. Et donc, il m'intéressait particulièrement comme personnage, vous le comprenez, confronté à la demande et au souci des 5 autonomistes que vous avez décrits tout à l'heure. Alors on sent qu'il y a du plaisir dans ce livre. Il y a un mystérieux agent K, qui est une sorte d'agent secret. Et K, c'est pas choisi au hasard, voilà. Pour ceux qui connaissent le livre de la jungle. Exactement, pour Kipling aussi. Bien entendu. Pour le serpent K dans le livre de la jungle, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs. Si on est un petit peu habile, on le retrouve juste ici sur la couverture, vous allez la voir, c'est le petit serpent. L'enjeu étant d'étouffer dans l'œuf ce qui est en train de se passer sur le front autonomiste. Voilà, il y a l'ombre de la raison d'État aussi qu'on découvre. Il y a des références nombreuses à la presse de l'époque, les DNA, dont vous avez fait très longtemps partie. Et un autre journal autonomiste dit Zukunft. Oui, tout à fait, qui était un hebdomadaire et qui a été le journal qui a développé, diffusé, alimenté les idées autonomistes pendant de nombreuses années en Alsace. Mon détective lâche chez lui et se fait reprendre par quelqu'un qui a des idées un petit peu opposées à celles-là, mais il a une curiosité. Je tenais à souligner dans ce livre à quel point, dans les années 20, c'est le débat politique en Alsace, celui dont on parle dans les familles, les autonomistes en Alsace ont gagné les élections de 28. Ils ont gagné les élections de 32. Après, ça se complique. Mais c'est cette alliance du Heimatbund qui se fait fin mai, début juin, va avoir 2 effets. D'une part, faire remporter les élections aux autonomistes sous leurs différentes étiquettes politiques, et d'autre part, provoquer une répression, une réaction violente
de l'État français. La plupart des signataires seront ceux qui sont fonctionnaires, sont suspendus ou révoqués, sanctionnés, les prêtres sont employés de s'écarter, etc. On sent vraiment que vous auriez bien aimé être enquêteur comme votre personnage. J'aurais bien aimé travailler aux côtés de Jules Meyer qui n'est pas engagé politiquement, c'est pas le propos du livre, mais qui est curieux de ce qui se passe, de comprendre les mouvements d'idées. Et puis, en l'occurrence, là, il fait un beau service avant-vente, puisque la plupart du temps, les détectives vous trouvent le coupable après le crime. Là, sans trahir de secret, on peut dire que Jules empêche le crime. Parce que le crime en question, dans l'histoire d'Alsace, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est bien parce que mon jeune détective l'a empêché. Opération Sherkan, on y revient dans un instant. Un livre passionnant, un roman bien de chez nous, en tout cas par Jacques Fortier. L'heure est dans un petit instant avec vous. Vera, juste avant, on fait une toute petite pause. Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace, tous les mercredis, le Vera Lifestyle avec Vera. Salut à tous. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'avoir une femme incroyable. C'est une véritable girl boss. Avec nous ce soir, Taline Vieira, plus connue sous le nom de The Classic V. Bonsoir Taline. Alors aujourd'hui, vous avez près de 22 000 followers sur Instagram, ce qui est impressionnant. Wow. Alors, est-ce que ça vous a ouvert des portes, des rencontres, des opportunités ? Énormément, surtout sur Paris. En fait, c'est vrai qu'à Paris, il y a énormément d'événements pour les influenceurs. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, il y en a de plus en plus. Mais vraiment, j'ai rencontré des personnes qui viennent de tout type de milieux et surtout de travailler avec les photographes et les vidéastes. Je travaille énormément avec Félix Steinmetz, c'est un très bon vidéaste, et Michael Vieira, aussi s'appelle Vieira comme moi, mais on n'est pas du tout de la même famille. Le footballeur non plus ? Non, pas. Non. Et voilà, les jolies photos que vous voyez, la plupart, ça vient de lui, on travaille ensemble et voilà. Alors, ça vous a permis également de lancer ce nouveau projet qui s'appelle The Ambitious Network. Oui. Parlez-nous-en, c'est quoi ? Alors, Ambitious Network, c'est une nouvelle agence de communication sur Strasbourg et aussi sur Paris, spécialisée dans le marketing d'influence et la stratégie digitale. Alors, de plus en plus, on voit que les marques souhaitent travailler avec les influenceurs et moi, je propose de faire de la mise en place des campagnes avec les influenceurs. Mais non pas que je peux aussi proposer de la stratégie digitale, proposer des nouveaux événements, que ce soit avec des influenceurs ou non. Mais c'est vrai que comme je suis influenceuse et j'ai une relation très proche avec les influenceurs, ça me permet en fait de mettre les influenceurs sur des campagnes très visées sur un domaine spécifique. Donc, alors, vous me disiez tout à l'heure, vous travaillez sur un événement un petit peu particulier ces temps-ci. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, je suis en train de préparer un grand événement sur Strasbourg le samedi 10 novembre au Sofitel de Strasbourg, donc vraiment au plein cœur de Strasbourg, avec des influenceurs, mais aussi des très belles marques comme Printemps, Pinky, Kiko, ou bien aussi Lily, qui sera présent pour les cocktails. Alors, comment ça se passe ? Il y a un petit programme, des conférences ? Alors, en fait, il y a une billetterie mise en place sur Facebook. Vous pouvez trouver l'événement sous le nom de Influence Tour par Ambitious Network. Et en fait, il y a une partie le matin et il y a une après-midi où vous pouvez très bien être présent toute la journée. Donc le matin, c'est mode et beauté, l'après-midi aussi. Sauf que l'après-midi, je vais intervenir dans une masterclass spécialisée dans le marketing d'influence. Je vais parler de l'importance du marketing d'influence aujourd'hui dans la communication. Alors vous avez ce point de vue d'influenceuse d'un côté et puis celle des marques. Oui. Alors comment ça se passe justement à ce niveau-là ? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent aujourd'hui avec ce métier ? On voit vraiment tous ces métiers émergents, mais la réalité, c'est quoi ? On peut, tout est possible, et pas qu'un peu, mais il faut quand même fournir un travail de qualité, beaucoup de création de contenu. Ça c'est normal, il faut toujours bosser pour gagner de l'argent. Il faut quelque chose en retour. Hein. C'est important de préciser. Bonne question. Oui. C'est une bonne question qu'elle pose, Vera. Est-ce que vous gagnez de l'argent ? Je gagne. Après, c'est clair que plus on a une plus grande communauté, plus on gagne, c'est vrai. Parce que justement, on a cette image souvent de l'influenceur qui reçoit plein de cadeaux. On n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière et également les demandes des marques. Donc s'il y a un point positif et un point négatif maintenant à citer en tant qu'influenceuse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Alors, point positif, c'est le fait d'être libre, c'est-à-dire dire ce qu'on veut sur un produit, sur quelque chose, et influencer d'une forme positive. Bien sûr, sur les personnes, transmettre un message et une communication, que ça soit non pas que forcément sur des produits, mais sur un événement ou autre. Le point négatif, je dirais, c'est quel est l'avenir. Voilà. Quel est l'avenir pour nous? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça va durer quelques années? Pour moi, je pense que ça va durer très 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 longtemps. Au contraire, je pense que ça va plus impacter les stars, en fait. Parce que de plus en plus, il y a des influenceurs, entre guillemets, qui deviennent de plus en plus connus à des très grandes communautés. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous pouvez retrouver toutes les informations et également l'inscription à l'événement sur les pages qui s'affichent en dessous. Autre actu, Vera. Vous aimez le yoga? Vous aimez les chats? Eh bien, vous allez aimer ceci. Ça s'appelle le cat yoga. L'idée est de pratiquer le yoga dans une salle pleine de chats trop mignons. Succès garanti sur les 2 sessions qui ont eu lieu cette semaine au Yoga Moves Vendenheim. Voici quelques photos reportages. À ne pas oublier cependant que le chat est roi. Donc, s'il décide de faire un petit somme pendant la séance, il faut s'adapter. Pour info, tous ces chats qu'on voit sont disponibles à l'adoption chez ERA. C'est l'association éthique et respect animal. Voilà, le monde change, hein. C'est sympa ça. Et un coup de cœur, tiens, pour finir. Alors l'hiver vient, on a froid, c'est le retour du pull moche et des looks ultra moches chez soi, qu'on assume ou non. Regardez ces images, voilà, ça c'est le summum du pull moche et j'aime beaucoup cette petite description. Donc c'est moi quand j'ai froid dans mon bureau, voilà, pour la traduction. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel? Bah, c'est pas si moche que ça, quoi. On a déjà vu pire, mais chez vous, vous le portez tellement. Ok, alors je vous mets au défi la semaine prochaine. De faire quoi? Un pull moche. Moi? Oui. Mais j'en ai pas, moi j'ai que des chemises. Ou du noir. Merci beaucoup, Vera. On va terminer. Allez, 2 petites minutes avec cette opération Sherkan qui est signée de Jacques Fortier. Il y est question, je vous l'ai dit, de cet autonomisme des années 1920-1930 qui était foisonnante. Actuellement, il y a un retour à l'Alsace, voilà, l'émergence comme ça de nouveaux courants. Et on sent quelque part, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, ou si je l'ai ressenti et ce n'est pas vrai, on sent presque un vrai attachement que vous avez à la cause autonomiste des années 30. Vous écrivez « L'autonomisme leur pose un gros problème aux autorités françaises, elles ne comprennent rien ». Voilà. Ah bah, je me suis amusé, l'un de mes premiers lecteurs m'a dit, il y a un journaliste qui intervient, qui a interrogé l'autonomisme, qui permet de faire le point sur la situation politique de l'époque en Alsace. Ce journaliste repart avec le texte de Heimat Moon dans le train, entre Strasbourg et Paris, ce qui me permet de parler un petit peu de ce texte. Et puis, un de mes premiers lecteurs, une lectrice, me dit pourquoi on ne voit pas l'article que le journaliste a écrit? Alors, à la fin du livre, vous trouverez l'article que j'ai écrit au nom de ce journaliste fictif. Et puis, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que le vrai journal, pour lequel je l'attribuais, l'Intransigeant, journal de droite, modéré à l'époque, qui avait commencé à gauche, mais qui était à droite à l'époque, qu'est-ce qu'il a écrit sur les autonomistes alsaciens? J'ai été chercher. Gallica, banque de données, vous avez 40 ans de l'Intransigeant avec des mots-clés. Un mouvement venu de l'étranger. Et Léon Bailby, qui est le patron de l'Intransigeant, attaque les autonomistes en disant que c'est un mouvement de traîtres, d'espions, et qu'il convient de les sanctionner le plus durement possible. Et là, on sent le fossé. On sent le fossé entre l'opinion publique française, l'administration française et les autorités, et l'opinion publique alsacienne, qui, 2 ans après, va donner une majorité aux élections législatives aux autonomistes. On sent bien ce fossé qui est creusé et que le malaise alsacien n'est pas à ce moment-là, en 1926, et je ne parle que de 1926, c'est pas une image, c'est une profonde réalité. Voilà, et sur les 5 autonomistes, 4 ont fait la plupart du temps la politique, il y en a un qui a fini collabo quand même chez les nazis. Tout à fait, tout à fait. Il y avait vraiment les deux, il y avait les choses à éjecter immédiatement, et les autres qui... Tout à fait, la dérive de certains cadres autonomistes a beaucoup coûté à l'autonomisme plus tard, elle ne se passe pas en 26, elle se passe plus tard, j'ai bien choisi, mon roman ne se passe pas en 38. Voilà, Kipling, il fait partie de ce roman, cette opération Sherkan. Merci beaucoup Jacques Fortier. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va repartir, Vera, dans l'actualité maintenant. Merci à vous, mademoiselle. On va vous libérer aussi. On va repartir dans l'actualité. Dans un instant, ça sera en route vers le COS, cantonnement ouest de Strasbourg, qui est un chantier qu'on suit et qu'on donne évidemment la parole à tout le monde. Et juste avant, alors là, changement de modèle, on va retrouver Delphine avec des chiens qui mangent vegan. Ça ne s'invente pas. Regardez. France Solar, le spécialiste du photovoltaïque en Alsace, partenaire de vos économies d'énergie, vous présente votre Alsace. Salut Pénantar et bienvenue au sud de l'Alsace. Aujourd'hui, une émission comme on les aime puisque Heike nous a ouvert les portes de son petit paradis accompagné de ses amis
et on est très très content de vous emmener avec nous. Bonjour Heike. Bonjour Delphine, bienvenue. Pour toi, les animaux, c'est quelque chose de très important. Oui, depuis que j'étais enfant, j'avais des animaux à la maison. Bon, j'avais pas le droit d'avoir beaucoup d'animaux, alors j'avais que des lapins nains. Mais dès que j'habite plus avec les parents, j'ai des chiens. Et j'ai déjà tout de suite commencé avec 6 chiens. Donc ça, c'était ton rêve. Étant petite fille, plus tard, j'aurai plusieurs chiens. Oui, c'est vrai que c'est aussi mon rêve, ça. Qu'est-ce que les animaux t'apportent au quotidien? Mais pour moi, personnellement, ça fait partie de la vie. Moi, je dis toujours, je ne pourrais pas vivre sans chien. Tu as créé une association. L'association, elle s'appelle ASAF. ASAF, ça veut dire? ASAF, ça veut dire Association Sauvetage des Animaux, Végétalisme et Écologie. Tu es végane. Alors la grande question, est-ce que tes chiens le sont aussi? Mais oui, bien sûr, ils sont tous véganes. Ah bon? Comment c'est possible ça? Mais déjà, je trouve ça pas logique de sauver des chiens et des chats et après donner autres animaux à manger. C'est vrai. Et moi, je donne que des croquettes végétaliennes. Et pour donner un peu de goût, je mets du tofu fumé, des saucisses au soja, un peu de potage, quelque chose qui donne du goût. Et donc, les chiens n'ont absolument pas de carence? Non, pas du tout. Au contraire, ils sont de très bonne santé. Moi, c'est le chef parce que moi, je gère les ressources, je mets des règles. Mais parmi les chiens, il y a un chef, c'est une. Ça, c'est Hani, là, juste à côté de toi. C'est elle, la chef de toute la meute. On dit en général, c'est toujours la chienne. D'accord. Et parmi les mâles, il y a aussi toujours un chef. Et ça, par hasard, on n'a pas fait exprès, mais ça, c'est Snoopy qui est à côté. Par contre, il a déjà 15 ans. Et ce qui est vraiment sympa à savoir, c'est que si vous partez en vacances, vous pouvez faire garder votre chien ici et effectivement, il sera forcément très très bien. Pour les chiens, ça fait vraiment des vacances d'aventure. Ouais, ils aiment bien venir ici, rester. Mais je fais ça aussi pour aider à financer mes autres projets. Il y a des projets de créer une mare. Oui. À Steinbrunn-le-Bas. Oui, dans exact. la forêt. Exact. C'est très très important pour le sauvetage de la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est construit, avec l'agriculture, on a de moins en moins des zones humides et des trous d'eau, des mares, des étangs, tout ça. Et ça manque. Ça manque pour les animaux qui en ont besoin. Il est venu, disons, par hasard, comme tous les autres aussi. Il vient de Moscou. Il était jeté en janvier. Il faisait moins 55 degrés, là où il était jeté dans une poubelle dans les rues de Moscou. Et il est venu grâce à une adoption que j'ai faite d'un chien âgé de Moscou. Et les deux sont arrivés ensemble. En même temps? Ouais. Waouh! Bienvenue à notre meeting sur les hérissons. Nous avons 2 participants déjà, Hani et Snoopy. Alors, Heike, ça, c'est ce que tu as envie de mettre dans tous les villages de France. Justement, c'est des panneaux routiers pour la protection des hérissons. Là, on va du recto verso. Alors, ils vont avoir 2 côtés pour sensibiliser les personnes qui passent en voiture sur les sauvetages ou la protection des hérissons, disons de la biodiversité et sur les risques qu'ils ont à part de se faire écraser des voitures. Il n'y a pas que les voitures. Cette action spécifiquement sur les hérissons qui va devenir nationale, elle s'appelle comment? Ça s'appelle Hérissez-vous. Merci beaucoup Heike de m'avoir fait partager ton amour des animaux et aussi ses bonnes valeurs grâce à cette association qui s'appelle ASAV et qui s'occupe de la transition écologique et solidaire au niveau communal. Et nous on se dit Macht's gut et à bientôt. Aujourd'hui, une émission comme on les aime. J'ai envie d'aller les partager dans les écoles aussi. Oui. Et ça va être fait très prochainement. Hein. Oui, ça fait partie de mes projets. Et pour ça, merci beaucoup. Et puis, on va essayer d'étendre au mieux tout ça parce que... C'est trop long. Bah oui, c'est trop long. Il y a un truc genre vive la nature, vive la vie et merci. Et vive la France. Dans le prochain Votre Alsace, je vous présenterai la troupe de théâtre de l'Alep à Colmar pour une séance d'improvisation.